6h02, vous êtes bien dans l'after sur RMC, à la radio, sur BFM Sport, à la télé, sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image. L'after de l'été ce soir avec Alpha Baldé et François Manardo. L'after de l'été aussi avec les filles du foot qui jouent leur deuxième match de poule à l'Euro. Et ça se passe, je ne veux pas dire ça se passe bien, mais ça se passe mieux, Timothée Mémon. Ouais, beaucoup mieux. Après une heure de jeu, un but partout entre la France et l'Autriche. On rappelle que les Autrichiennes avaient ouvert la marque à la 27e minute de jeu. Égalisation d'Amandine Henry il y a quelques minutes maintenant, mais surtout cette équipe de France se remet à produire son jeu, un partout après une heure de jeu. On le rappelle, cet après-midi, la Suisse a battu l'Islande 2-1. Actuellement, la France a 4 points au même titre que leur adversaire du soir, l'Autriche. La Suisse 3 points, 0 points pour l'Islande dans le groupe C. Merci Timothée, évidemment on suit cette rencontre tout au long de la soirée avec toi. Tout de suite dans l'after, mon avis tranché. Mais c'est un génie, Hatem Ben Arfa, c'est un génie, on a un génie dans cette équipe des Lopez Memo. Le génie Hatem Ben Arfa. On aura peut-être un autre génie, pourquoi pas en championnat de France, Neymar, le Brésilien. Voilà, chaque jour sa tendance. La radio catalane RAC1 qui annonçait hier que c'était fait à 95% justement pour Neymar au PSG. Retourne un petit peu sa veste. Apparemment, il se serait un petit peu fait retourner le cerveau, un petit peu fait malaxer les neurones Neymar par ses coéquipiers. Certains disent qu'il aurait convaincu de rester définitivement du côté du Barça. Et du coup, la même radio qui annonçait hier à 95% que c'était fait nous dit aujourd'hui qu'à 80% il va rester au FC Barcelone. C'est quand même pas mal. L'habitude, vrai statisticien en tout cas. Juste nous, voilà, concernant nos informations, celles que notre cellule Mercato qui travaille très très activement sur le dossier, qu'elle a pu recueillir, vérifier, recouper. Pour l'instant, c'est ni oui ni non. Il y a de vraies discussions, ça c'est indéniable entre le clan Neymar et le Paris Saint-Germain. Le papa, surtout avec le père. Voilà, entre le clan Neymar et le Paris Saint-Germain, notamment le clan El Khelaifi, des discussions et un potentiel transfert qui en tout cas pose des questions. Voilà, moi la question que j'ai, c'est comment le PSG, si jamais ça se fait, va pouvoir dépenser 222 millions d'euros, parce que c'est la clause pour libérer Neymar, et se conformer aux règles du fair play financier. Bon, moi je trouve qu'il n'y a rien de très conforme, il n'y a rien de très, très fair play là-dedans. On va justement essayer de comprendre tout ça avec un spécialiste. On accueille pour en parler notre économiste du sport maison, Pascal Perry. Salut Pascal. Oui, bonsoir Arnaud. Quel plaisir de te retrouver le soir. T'imagines pas dans quel plaisir pour moi de t'avoir ce soir. Tu reviens remplacer Eric Brunet lundi, c'est ça? C'est ça. Voilà. On te retrouvera sur RMC évidemment. Juste un mot Pascal d'abord pour commencer, qu'on rappelle ce que c'est ce fair play financier, parce que je dis c'est pas très fair play d'un point de vue du fair play financier, un transfert potentiel de Neymar au Paris Saint-Germain. Il y a des règles à tenir pour les clubs. Oui, alors le fair play financier, c'est une règle qui vise à combattre ce que j'appelle moi le football des oligarques. C'est une règle par laquelle les clubs sont tenus de ne dépenser que le produit de leur exploitation, que le produit de l'exploitation de l'entreprise. Un club de football, c'est une entreprise. Alors, une précision qui est utile quand même, et qui a toujours été une réserve profonde pour moi, c'est que le fair play financier porte sur le flux financier, c'est-à-dire sur l'exploitation d'une saison et pas sur le stock, sur le stock de dette par exemple. Ce qui a conduit quand même à faire du fair play financier une arme potentielle contre les nouveaux entrants. C'est-à-dire que ça a gelé les positions. Les puissants restent puissants, même s'ils ont acquis leur puissance d'ailleurs au prix de dettes considérables. Mais ça a été une arme pour limiter l'entrée de nouveaux entrants et pour lutter contre l'endettement du football. L'idée simple, c'était on ne finance pas le développement du football sur l'endettement, mais sur le produit de l'exploitation. Juste une chose, Pascal. Pardon Pascal, bonsoir, oui. C'est François. Juste une chose par rapport à ce que tu viens de dire justement sur un football des oligarques et puis la façon dont c'est articulé. Il faut savoir que le fair play financier n'a pas été imposé par l'UEFA au club lorsqu'il a été créé. Ce sont les clubs qui ont été invités à se mettre autour de la table. Alors, un ensemble de clubs qui représentaient un panel européen, et que c'est les clubs eux-mêmes qui ont déterminé les règles dont certains ensuite ont subi les conséquences. Voilà, oui, je referme la parenthèse. Oui, mais t'as des grands clubs quand même qui avaient une peur de l'entrée de certains clubs avec une grande puissance financière qui ont pris ce fair play financier pour se protéger quand même. Qu'on remette les choses dans le contexte également, Pascal, si tu veux bien. On parle d'un transfert à 200
222 millions. On parle d'un potentiel salaire de 30 millions d'euros annuels. Est-ce que le PSG peut être dans les clous quand on voit ce genre de somme, quand on parle quand même de pas loin de 500 millions d'euros sur plusieurs années? Oui, alors il faut expliquer les 500 millions d'euros. C'est effectivement le paiement de la clause libératoire. C'est 30 millions d'euros nets par an pendant 5 ans. C'est une prime d'arrivée et c'est une prime à un tiers qui serait en substance le père du joueur. Donc ça porte effectivement l'enveloppe globale à 500 millions d'euros. Si l'UEFA accepte de lisser cet investissement sur la période du contrat, sur les 5 années courantes, ça fait un investissement de 100 millions d'euros par an. Et à 100 millions d'euros par an, l'affaire devient plus jouable. D'abord parce que Paris peut céder aujourd'hui, dès maintenant, un certain nombre de joueurs, parce que Paris peut également augmenter ses recettes. Je pense aux recettes de sponsoring, au merchandising. Je pense aussi aux nouvelles recettes des clubs de football qui sont liées à Internet, notamment les services payants sur Internet, les liens sponsorisés qui sont souvent sponsorisés par des tiers. Donc, si Paris venait à fournir un dossier complet avec un engagement de ses principaux sponsors, peut-être l'arrivée de nouveaux partenaires financiers, le développement des recettes de l'Internet, grâce notamment à Neymar. Neymar, c'est 78 millions d'abonnés sur Instagram. C'est considérable. C'est plus que n'importe quel club de football français. Oui, c'est 10 fois ou 15 fois plus que n'importe quel club de football français, et a priori, effectivement, le plus puissant. Donc, dans ces conditions, si Paris présentait un dossier très documenté, avec des engagements, avec des lettres d'intention, à mon sens, une situation de compromis pourrait se dégager et on pourrait peut-être parvenir à un arrangement raisonnable. S'il s'agit de payer 500 millions d'euros aujourd'hui, l'équivalent du budget de Paris Saint-Germain, et évidemment, Paris ne rentre pas dans les clous du fair play financier. Pascal Perry, économiste du foot, est avec nous dans l'after sur RMC. Une question d'Alpha Baldé. Bonsoir Monsieur Perry. Quand vous parlez d'échelonner 100 millions sur les 5 saisons, est-ce que cela voudrait dire 500 millions 500 millions sur les 5 saisons. 500 millions par saison, d'accord. Donc est-ce que cela impliquerait que les mercatos sur ces 5 saisons-là seraient impactés? C'est-à-dire qu'on ne peut pas signer un joueur à partir d'un certain montant? Pas nécessairement, parce que Paris dispose malgré tout d'un stock de grands joueurs qui ont une vraie valeur sur le marché. On voit d'ailleurs que le club cherche aujourd'hui à non pas se séparer de certains joueurs, mais à leur offrir peut-être une chance dans d'autres clubs. C'est aussi une manne financière potentielle pour Paris. Donc la situation, elle s'apprécie en temps réel. C'est une situation vraiment dynamique. C'est-à-dire que l'année prochaine, peut-être que Paris aura des résultats qui sont des résultats supérieurs en C1, par exemple, des partenaires qui viendraient rejoindre l'aventure parisienne pour la construction d'un très grand club européen. Donc c'est une situation qui peut s'apprécier de façon extrêmement dynamique année par année. Mais aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution que de proposer un plan long terme pour Paris Saint-Germain. Pascal, on a beaucoup parlé de contourner la règle pour le Paris Saint-Germain en passant par le joueur qui pourrait activer lui-même sa clause libératoire de 222 millions d'euros à travers un fonds qui reverserait des sous sur une société appartenant au nom du joueur, bref, qui mettrait en gros le Paris Saint-Germain en dehors de cette affaire-là. Qu'on s'y méprenne pas, que les supporters du PSG ne croient pas que ça soit possible. Ça, c'est pas possible. L'UEFA a dit non. Non, bien sûr que c'est pas possible. Les dirigeants de l'UEFA sont des gens avisés. Le paiement pour compte de tiers serait évidemment immédiatement requalifié. Et d'ailleurs, un dirigeant de l'UEFA, un porte-parole, a pris la parole aujourd'hui pour dire que si cette somme était payée par des tiers, elle serait dans tous les cas réaffectée à l'exploitation du club. Donc on ne peut pas prendre les dirigeants de l'UEFA pour des amateurs. Je pense que c'est une mauvaise façon d'ailleurs de présenter les choses. Le paiement pour compte de tiers serait évidemment présenterait un caractère fictif qui n'échappe aujourd'hui à personne. François, tu avais une question pour Pascal. Par rapport à ce que tu nous expliquais sur le montage financier, sur le transfert et ensuite les émoluments de Neymar, on s'aperçoit plus que jamais que quand tu recrutes un joueur méga star, un des top 5 mondiaux, tu mets dans ton effectif un joueur qui devient un actif déterminant sur l'économie de ton club
puisque tu nous parles de 5 ans, donc sur les 5 saisons à venir. Toutefois, est-ce que sur une période de 5 saisons et compte tenu des montants, même si tu fais également des recettes qui deviennent supérieures, avec une vitrine telle que Neymar, est-ce que tu risques pas d'avoir justement un actif qui vampirise de trop les moyens financiers du Paris Saint-Germain par rapport à des aléas sportifs? Parce que c'est pas parce que tu recrutes Neymar que tu vas la gagner la Ligue des Champions. Tu t'en rapproches, mais tu n'as aucune garantie. Bien sûr. Non, c'est-à-dire qu'il y a dans le panthéon européen du football des très grands clubs qui sont là depuis très longtemps, puis il y a de nouveaux entrants. On peut considérer que le Paris Saint-Germain est un nouvel entrant. On a peut-être d'ailleurs, François, eu tort de penser qu'on passait du statut de nouvel entrant au statut de club historique rapidement. C'est faux, ça se construit dans la durée. Tu le sais mieux que quiconque. Neymar serait évidemment un actif sportif important. J'allais dire que ce serait peut-être même un signal. Une équipe de foot, c'est pas simplement des joueurs qui jouent au ballon, c'est aussi un casting avec des personnalités, et ce serait un signal du Paris Saint-Germain à la communauté du football en Europe que le club a des ambitions sur le très long terme. Mais à l'évidence, c'est une prise de risque. Je vais répondre à ta question. C'est une prise de risque et c'est un choix d'opportunité. Quand on choisit une option, on renonce nécessairement à d'autres options, surtout quand il s'agit d'engagements financiers considérables. Donc ce serait une prise de risque sur une tête, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour franchir vraiment un cap, Paris a besoin d'un joueur d'un joueur de la valeur de Neymar. C'est une sorte de bulle en fait ce dont tu veux nous parler. C'est une sorte de bulle spéculative qui pourrait exploser à la tête du PSG si jamais les aléas sont trop nombreux. C'est un peu un risque, quoi. Oui, la prise de risque, elle est constante. On est dans une activité. Le football est une activité industrielle, si je puis dire, un peu à part, parce que c'est une activité qui repose sur l'incertitude du résultat, mais sur la certitude des coûts de production. C'est-à-dire, on sait ce qu'on va dépenser, on ne sait pas exactement ce qu'on va gagner. Donc, si on compare le football à un autre secteur de production de spectacle, l'opéra ou je ne sais quoi, on s'aperçoit que la prise de risque, elle est toujours plus grande. Mais c'est pas dangereux comme ça d'accepter de dépenser je pose une question innocente. On va me dire que je suis anti-parisien. Non, c'est pas du tout ça. Je pose une question innocente. Bien sûr. Est-ce que c'est pas dangereux de la part du Paris Saint-Germain finalement de dépenser 222 millions d'euros, dangereux et pour le PSG et dangereux pour le football de manière générale? Parce que si on met 222 millions d'euros aujourd'hui sur Neymar, qu'est-ce qui empêchera demain de mettre 400 millions sur Messi et 500 millions sur Ronaldo? Ce qui compte, c'est la taille du marché, et le marché du football progresse de façon constante. On est passé en une génération et demie pratiquement d'un monde presque amateur à un monde ultra professionnalisé. Le football fait presque 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année en Europe. C'est presque 2 milliards en France. C'est une bulle qui, cette fois-ci, ne risque pas d'exploser parce qu'elle est adossée d'abord au droit audiovisuel. Elle est adossée aussi à la passion des supporters. C'est un marché relativement solide. À l'évidence, c'est une prise de risque. J'ai envie de te dire, de façon peut-être un peu provocante, que à la question est-ce que PSG est bien avisé d'investir dans les marques, je crois que PSG n'a pas le choix. Si Paris Saint-Germain veut jouer les tout premiers rôles en Europe et aller au bout de sa feuille de route qui est au moins d'aller en finale, si ce n'est de gagner la finale de la C1, il faut un Neymar, il faut un Ronaldo, il faut un Messi, il faut un peu plus qu'une très bonne équipe, il faut un ou deux très grands joueurs. C'est là que je ne suis pas forcément d'accord. D'ailleurs, on l'a vu la saison dernière, avec présence de Neymar, Messi, Suarez, le Barça n'a pas été énorme en Europe. Et depuis son arrivée à Barcelone, forcément, on connaît la qualité technique de ce joueur-là et la marge de progression qu'il peut avoir. Surtout, je pense qu'il va dans une autre équipe. Mais là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est que 222 millions, déjà le sondage qu'on a lu tout à l'heure des supporters barcelonais, je pense qu'il devrait nous mettre... 82% disent qu'ils préfèrent qu'il parte au PSG et récupérer les 222 millions. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le PSG veut beaucoup s'affirmer. Moi, je pense que quand tu prends Daniel Alves et Sanchez, ça prouve déjà que tu es attractif. Que Enrique, il a fait le boulot qu'il faut, qu'il t'a ramené deux très bons mecs expérimentés d'Europe et très importants dans leur sélection. Mais 222 millions, alors on va encore une fois me dire, les supporters le veulent, c'est sûr, tête de gondole, le mec il va venir, il va faire le show en Ligue 1, ça va être la plus grande star, c'est sûr. Mais 222 millions pour un mec avec lequel tu n'es pas forcément sûr de gagner, parce que
sais pas, on parle pas de Messi là, on est d'accord. Parce que si tu as Messi, on peut me dire que oui, tu peux basculer le sens de match ou Ronaldo. Miser 222 millions comme ça sur Neymar, et je ne sais pas, je ne pense pas que le risque le jeu en vaut la chandelle au fait. Vous savez, à l'UEFA, ils ont une vision extrêmement claire des rôles que veulent jouer les grosses écuries européennes et surtout celles qui viennent comme ça sur ce petit périmètre occupé par les très grands noms européens. Et le Paris Saint-Germain veut se faire sa place en jouant des coups. Et à l'UEFA, ils vous disent une chose, que ça vaut pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui et ça a valu pour Malaga, souvenez-vous-en, il y a quelques années, lorsque les Émirats ont voulu investir et avec quel résultat. Ils vous disent, vous savez, la Ligue des Champions, nous, à l'UEFA, on organise la compétition, on ne veut pas qu'on puisse la gagner à coût de centaines de millions d'euros. C'est pas du tout le but. Il faut la mériter d'abord. C'est pas parce qu'on agglomère des superstars entre elles que tu vas forcément la gagner. Alors, ça, maintenant, tu donnais l'exemple de Barcelone, mais il y en a une autre qui joue au Real Madrid, qui lui l'a remporté 2 fois de suite. Mais surtout, c'est cette volonté de vous la mériter sportivement avant de vous l'acheter. Et ça respecte aussi une loi du sport et du foot en particulier. Et le projet parisien, il est forcément à un autre échelon avec Neymar. Tout le mal qu'on leur souhaite parce que c'est une superstar. Et en France, qui devrait se plaindre de l'arrivée d'un joueur de ce calibre? Mais en même temps, attention, c'est pas parce que vous recrutez Neymar que vous êtes assuré que vous avez les garanties d'aller chercher la C1, voire même d'arriver en finale. Par contre, ça vous aide. Je rappelle qu'on est avec Pascal Perry, un économiste du foot, très renseigné évidemment sur toutes ces questions. On parle de Neymar. Est-ce que c'est conforme au fair play financier si jamais il vient? Qu'est-ce que ça peut rapporter au Paris Saint-Germain? On l'a brièvement évoqué tout à l'heure, Pascal. 30 millions de fans sur les réseaux sociaux pour le PSG, plus de 60 millions pour Neymar. Avec Neymar, finalement, on achète le boom d'une marque. C'est un petit peu ça, même si le PSG a déjà fait un boom depuis quelques années. Là, ça sera encore plus le cas. Oui, parce que le football est aujourd'hui non seulement un spectacle audiovisuel et un spectacle vivant, mais c'est aussi une activité très digitale. Et à l'évidence, Paris achèterait un joueur qui a une surface dans ce domaine qui est très supérieure à celle de très nombreux joueurs. Alors, il faut donner un petit mot d'explication. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des centaines de milliers, parfois même des millions, des dizaines de millions en l'occurrence. Sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram? Parce que ça permet de vendre des liens sponsorisés. Internet est un très grand réseau, un immense réseau connecté en temps réel. Et ces joueurs sont des pourvoyeurs. Ce sont d'abord une forte attractivité, bien sûr, mais ils donnent en même temps l'occasion, souvent à leurs employeurs, de réaliser un chiffre d'affaires additionnel qui a une particularité, c'est que c'est un chiffre d'affaires qui se transforme immédiatement en profit, parce qu'on développe ce réseau sur la personnalité de Neymar. Il l'a fait sur sa personnalité. Et donc, c'est une nouvelle source de revenus qui est absolument considérable dans un univers qui s'est mondialisé. Le football s'est mondialisé. Ça augmente, ça potentialise la valeur des clubs, non seulement sur leur propre territoire, mais aussi très largement en Europe et partout dans le monde. Donc c'est une nouvelle source de valeur que les clubs apprennent à maîtriser. Ceux qui le font le mieux, à ma connaissance aujourd'hui, ce sont les clubs espagnols. Mais évidemment, un Neymar à Paris, ce serait une attractivité supplémentaire, y compris sur la toile, pour le Paris Saint-Germain. Tiens, tu restes avec nous, Pascal, juste avant d'accueillir Damien, supporter du PSG. Petit point sur l'équipe de France féminine de foot, ça aussi, je sais que ça t'intéresse, Pascal. France-Autriche, deuxième match de l'Euro féminin. Timothée Mémon, on en est où? 78e minute de jeu, un but partout entre la France et l'Autriche, un match qui se débride très clairement. Tout à l'heure, on a vu une superbe frappe d'Amandine Henry qui avait déjà marqué le premier but français, qui a été claqué sur la barre transversale par la gardienne Zinsberger. Et puis là, à l'instant, c'est Prohaska, la joueuse autrichienne, qui a frappé extrêmement puissamment. Légère faute de main de Boadi, sans conséquence, puisque le ballon est allé mourir à côté de la cage. Mais il y a de plus en plus d'actions et le match ne devrait pas en rester là. Un but partout après 79 minutes de jeu. Allez, 22h21, vous êtes bien dans l'after. Je rappelle qu'on parle de Neymar du PSG. On est avec notre économiste du foot, Pascal Perry. On est également avec Damien, supporter du PSG, qui a fait le 32-16. Salut Damien.
Bonsoir Arnaud et bonsoir à tous, bonsoir Pascal. Bon, t'as peut-être une question à poser à Pascal ou des choses à nous dire en tout cas. Non, mais pour moi, j'ai envie de rebondir sur tout ce que vous avez dit. Pour moi, c'est faisable Neymar au PSG financièrement. Je pense pas que le fair play financier, même s'il peut paraître un obstacle, le sera finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on achète Neymar, on va sûrement vendre des joueurs. Je pense à Ben Arfa, Koviak, Aurier. Je pense également à Ressé en attaque, voire même peut-être à Lucas. Celui-là, même sans acheter Neymar, je pense que tu les vends. Ouais, mais quoi qu'il arrive, là, le fait de les vendre, ça va déjà contrebalancer le transfert. Après, ensuite, je pense que Paris a bien préparé son coup marketing parlant. Vous avez tous vu le maillot jaune en hommage au Brésilien qui est sorti, etc. Je pense que c'est pas un hasard, vu ce qu'ils ont tenté de faire l'année dernière avec Neymar, de faire le maillot et là de vraiment forcer pour l'avoir. Je pense que s'ils arrivent à l'avoir, déjà que le maillot, il va faire un carton, je pense, au niveau du Brésil. Là, il va se vendre comme du petit pain partout dans le monde. Et je pense que d'ici un an, il sera pas rentabilisé, mais déjà presque. Là, pardon, je te contredis parce qu'en termes de textile, ça se prépare bien à l'avance. Donc, ils ne pouvaient pas préparer ce maillot en sachant que Neymar allait arriver. Non, mais pardon, vas-y, continue. Je t'écoute. Du fait qu'ils ont sorti le maillot, ils se disent c'est maintenant faire Neymar parce qu'on va faire un carton au niveau marketing et on va rembourser le transfert très rapidement. Ouais. Et ce serait un très très bon coup, je pense. Un très bon coup. Quoi qu'il arrive, Pascal Péry, là où il a raison, Damien, c'est que tu le disais, les réseaux sociaux, tu vends du lien sponsorisé, mais aussi à chaque fois que Neymar il va porter son maillot du PSG, si jamais il venait, il y a 60 millions de personnes millions de followers qui le voient et qui ont peut-être envie de l'acheter aussi. Arnaud, moi, oui, vas-y. Là, on est d'accord. Enfin, la dernière fois, je suis pas dans l'indécence de ce prix. On aurait dit 400 millions. Pour moi, un footballeur qui est excellent, qui apporte tout ce côté financier-là, il mérite ce transfert-là. Mais moi, je parle pour les supporters du PSG qui, je pense, ont plus envie de titres. Ont plus envie de se construire une histoire pour gagner cette place de façon durable dans le Gotha des grands clubs du football européen, qui soit reconnu, respecté, que d'acheter un mec bling bling qui va leur servir de publicité sur les réseaux sociaux. 220 millions, Monsieur Péry. Moi, je pense que tu peux te faire une très belle équipe. Dybala, je pense pas que ça te coûte autant. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que le PSG fait tout ce forcing-là, même si le Barça demande aujourd'hui 300 millions. Je pense que le club serait prêt à partir là-dessus parce qu'ils ont envie de réussir, de convaincre tout le monde qu'ils peuvent attirer. Est-ce que c'est le meilleur investissement possible, Pascal ? Alors, sur le plan sportif, je suis assez peu qualifié pour le dire, mais je sais qu'il y a une loi de l'offre et de la demande, qui a un cadre général qui, à mon sens, est le suivant. Paris, après cette saison en C1, est peut-être moins attractif que l'an dernier. Il y a donc probablement un prix additionnel à payer pour décider les grands joueurs de venir. Après, tous ces grands joueurs, ils ont aussi des ambitions sportives. Ils ont envie de gagner des matchs, de gagner la C1. Et Paris a fait un faux pas cette saison qui lui coûte cher. Est-ce que c'est la meilleure affaire ? Faites le compte de ceux qui sont disponibles aujourd'hui, qui seraient prêts à venir jouer au Paris Saint-Germain. Je me parle de Dybala, mais est-ce que Dybala est disponible et est-ce qu'il a été contacté ? Est-ce qu'il est prêt à venir jouer à Paris ? Je n'en suis pas sûr. Donc on fait le compte de ce qui est disponible, des moyens dont on dispose, et c'est sur cette base-là que se construit un transfert. En plus, évidemment, des recommandations sportives du staff. Mais le marché, il n'est pas extensible, il n'est pas ouvert. C'est un marché relativement fermé, et je crois qu'il faut en tenir compte. Pascal, juste avant de te laisser tranquille, on a une dernière question. C'est notre expert foot féminin du soir, Timothée. C'est pas tant une question parce que ça va dans le sens de ce que dit Pascal Péry. Il y a deux choses. La première, c'est de dire que le PSG est moins attractif aujourd'hui qu'il y a un an. C'est une réalité parce qu'on était sur un projet montant il y a un an et là on est sur un projet stagnant puisque le PSG n'a pas été champion cette année. Le PSG a pris une claque retentissante et médiatique en Ligue des Champions, mondialement retentissante et médiatique. Ça, c'est une vérité. La deuxième chose, c'est juste un petit peu d'intelligence congelée. Fiorentino Pérez, qui sait ce que c'est que de dépenser de l'argent, disait en 2007, me semble-t-il, que ce n'étaient pas les grands joueurs qui coûtaient cher, c'était les joueurs moyens. Les grands joueurs, ils se remboursent tout seuls. Bien sûr, il avait parfaitement raison. Merci beaucoup Pascal de nous avoir fait l'amitié d'être dans l'after. Merci Pascal. Je vous embrasse tous. Des bises, on se retrouve lundi évidemment sur RMC aux commandes de Radio Brunet. Juste avant de faire une petite pause, le foot féminin France-Autriche, Timothée, on en est où ? Les Françaises font le forcing, un but partout après 83 minutes de jeu. Et là, à l'instant, une nouvelle occasion française sortie par la gardienne Zinsberger qui a les mains chaudes. Là, ça y est, elle multiplie les parades. Les Françaises font le forcing, mais il y a toujours un but partout. Il reste
6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, la suite et la fin de cette rencontre dans un instant dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. Et puis David Tronchet d'Alpha Baldé. Tiens, Monaco, meilleur vendeur d'Europe, ça c'est en fait. On va voir que les dirigeants monégasques savent vraiment, mais alors vraiment bien négocier, notamment avec ce transfert de Benjamin Mendy à Manchester City. À tout de suite dans l'after.